Merci Nathalie pour l'invitation. Ce livre est le fruit de ma recherche doctorale. Et cette recherche, elle s'est basée sur une interpellation, un étonnement. L'étonnement, c'est bien une des origines de la philosophie. C'est Platon qui l'a dit, donc ça ne remonte pas à hier. Karl Jaspers l'avait rappelé plus tard. L'étonnement devant le monde dans lequel nous vivons, devant des réalités rencontrées, c'est vraiment une source essentielle pour la philosophie. Une source qui provoque la réflexion, qui nous amène à réfléchir sur ce qui est donné à nos yeux, à nos regards, à nos oreilles. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est l'affirmation de certains sourds. Une affirmation qui tient dans une phrase: nous ne sommes pas des personnes handicapées, nous sommes une minorité culturelle. J'ai eu la chance de rencontrer des sourds parce que je suis moi-même malentendante et que j'ai des personnes qui m'ont mis en contact avec les sourds. C'est pas fréquent de pouvoir d'avoir ces deux mondes qui se rencontrent. Et quand je les ai rencontrés, ça a vraiment été très très interpellant pour moi. Je trouvais que ça pouvait même être une étrange manière de voir les choses, un peu décalée ou très décalée par rapport au discours habituel de notre société sur les sourds et sur les personnes porteuses de handicap. Que ces personnes porteuses de handicap aient du potentiel, qu'elles méritent le respect, oui, bien sûr, mais de là à en faire une minorité culturelle, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Et fondamentalement, est-ce que on peut justifier cela rationnellement? C'est quand même une des préoccupations du philosophe que de faire intervenir la raison. Alors je me suis mise à questionner et à douter d'à peu près toutes les affirmations. Le doute, c'est bien la deuxième source de la philosophie, selon Karl Jaspers. Je me suis mise à enquêter. Et donc j'ai soumis à l'examen du doute et de la raison, au moins pour commencer, les termes de cette affirmation interpellante. Qu'est-ce que c'est au fond le handicap? D'où vient le terme? Qu'est-ce qu'il désigne? Et puis, même chose pour le pendant de l'affirmation sur la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est qu'une minorité culturelle? C'est encore aller un pas plus loin. Et puis, ça a amené après à s'interroger sur la biculturalité, l'interculturalité, la rencontre des cultures. Quand on se prend au jeu, vous comprenez, ça peut mener assez loin. J'ai puisé aux disciplines concernées par cette thématique et il y en a plusieurs. On pense à la médecine, souvent quand on parle de la surdité, c'est vrai que c'était un des points de départ et le livre commence avec des questions éthiques, entre autres posées dans le champ des soins de santé. Mais aussi la linguistique, bien sûr, puisqu'il est question de langue des signes, puis l'anthropologie culturelle, puisqu'il est question de culture. Ce sont les neurosciences, et je vais y revenir, ce sont les neurosciences et la neurophénoménologie, une branche de la philosophie, qui m'ont permis d'établir des liens entre handicap et culture, et de dépasser l'antinomie des deux positions. Les deux positions qui seraient ou les sourds sont des personnes handicapées, ou c'est une minorité culturelle. Certains ont dit l'affirmation d'une minorité culturelle, c'est un retournement du stigmate. Quelque chose de négatif, on le retourne en quelque chose de positif. N'empêche que ça reste globalement antinomique quand même si on met les deux en relation par un retournement. Au contraire, par mon travail, j'ai vraiment voulu, et je pense avoir démontré, le lien qui peut exister entre ce qu'on appelle le handicap, ce que j'ai détricoté en parlant de déficit et d'absence d'audition. Donc un lien entre cette réalité nommée habituellement handicap et l'émergence d'une culture. Et au point de pouvoir dire, sans déficit auditif, il n'y aurait pas de culture sourde et ce serait bien dommage pour la diversité de l'humanité. Nathalie m'a appris en cours de thèse qu'il fallait pouvoir répondre aux lecteurs pressés quand j'écrivais. Donc j'ai bouclé pour les lecteurs ou les auditeurs pressés très rapidement le chemin, et puis je vous propose de le reprendre avec vous un peu plus pas à pas. Et je signale que dans le livre, il y a en tête de chaque chapitre un résumé qui permet de lire donc le livre en 12 fois 2 ou 3 minutes. Donc en 25 minutes, vous l'avez lu, et puis de faire le détour par le chapitre
quand il vous semble que le résumé vous dit ah celui-là j'ai vraiment envie d'aller creuser. Voilà, ça permet de lire par morceaux, mais quand même d'avoir une vue d'ensemble. Et aussi parce qu'il y a peut-être effectivement à certains moments certaines thématiques par lesquelles on est plus interpellé. Comme je vous ai dit, c'est assez interdisciplinaire et je vais rebrosser cela un tout petit peu plus en détail. Donc je vous l'ai dit, j'étais interpellé par les sourds rencontrés et par entre autres leurs difficultés rencontrées dans le milieu des soins de santé. J'ai eu la chance pendant mes stages de médecine de faire des stages en milieu interculturel et très vite quand j'ai entendu les difficultés rencontrées par les sourds dans les milieux de soins de santé, je me suis dit mais il y a vraiment un parallèle lié à la fois à la question de la langue, la question de comprendre et de se faire comprendre à cause d'une langue différente, mais aussi une façon de comprendre la relation au corps, de la santé, de se positionner dans une société, parce que la culture est différente, et pas seulement à cause de la langue. Alors, comme je vous ai dit, je me suis mis à douter de ces différents termes et j'ai commencé, non pas comme on commence habituellement, par s'arrêter sur la question du handicap. J'ai voulu commencer par la question de la culture. Et le chapitre 4 est intitulé « La culture sourde est-elle une culture ?» et elle se veut un résumé, un état de l'art, comme on dirait actuellement, sur cette question. Est-ce que la culture sourde est bien une culture? Et pour ça, il faut commencer par répondre à la question, est-ce que la langue des signes est bien une langue? Voilà. Donc, j'ai effectivement puisé là aux travaux des linguistes qui répondent affirmativement à la question, des linguistes, mais aussi des neurosciences. C'est interpellant de voir comment les neurosciences, en particulier l'imagerie cérébrale, peut apporter des éléments sur cette réponse à cette question des langues et de comment une langue native ou une langue apprise plus tardivement, par exemple, se situe différemment au niveau cérébral. Comment la compensation sensorielle se met en place en cas de surdité. Ça, c'est pour la question linguistique. Et puis, pour répondre à la question vraiment de la culture, chercher une définition générique de la culture à laquelle j'ai confronté les affirmations, la réalité de la vie des sourds, entre autres grâce aux travaux des anthropologues tels que Yves Delaporte et du sociologue Bernard Mottès pour ce qui est des travaux français sur les sourds dans les années 80 et 90. Le deuxième terme qu'il était important d'interroger, c'est le terme de handicap. Donc de passer par les notions, par les définitions données entre autres par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la définition du handicap qui se base en général sur la réalité du déficit chez une personne, mais aussi le rôle que cette personne peut avoir dans la société. Handicap, c'est vraiment la question du désavantage social lié à un déficit qui se situe dans la personne. Ces définitions de l'OMS ont vraiment été questionnées par les sciences humaines, en particulier les sociologues, les anthropologues, et puis les personnes qui sont vraiment focalisées sur cette question, les psychologues aussi en sciences du handicap, mettant vraiment en question ce rôle respectif de la personne ayant un déficit, c'est une définition assez normative, et sa participation dans la société qui peut être plus ou moins facilitée par toute une série de dispositifs. Et c'est en fait l'interaction entre les deux qui va créer ou pas une situation de handicap. C'est ce qu'on développait, ce qu'on appelait les modèles sociaux du handicap. Derrière ces notions de handicap, de normes, de participation sociale, il y a quelque chose de très normatif. Ce qu'on considère comme un déficit, c'est toujours une perte par rapport à une certaine conception de l'être humain.
qui dans la question des déficits sensoriels, par exemple, se chiffre en acuité visuelle, en décibels de perte auditive. Mais quand ça concerne d'autres types de handicaps, comme bon, dans la mobilité aussi, on va chiffrer beaucoup, donc c'est très normé. C'est plus compliqué quand on a affaire aux questions de handicap psychologique ou de déficit mental. La question des normes dans les soins de santé et dans la définition du handicap, je l'ai abordée à travers les travaux d'un philosophe français, Georges Canguilhem, qui a travaillé sur vraiment focaliser sa thèse de médecine sur ces questions du normal et du pathologique. Et voilà, c'était une lecture intéressante en parallèle de ces définitions du handicap, que de resituer ça dans un enjeu normatif. La question de la surdité, elle est marquée tout au long, depuis le XVIIIe siècle, par cette question de la médecine, et la médecine de l'oreille évolue parallèlement à l'éducation, à la question de l'éducation des enfants sourds. Voilà, j'en parle un peu, je vais pas revenir sur ce point historique ici, mais cette question des normes médicales dans le devenir des sourds est vraiment un poids vraiment important. Alors, j'en viens après cette analyse de ces termes qui constituent trois chapitres dans le livre, le terme de culture, de handicap et l'enjeu des normes qui se jouent à travers ça. J'en viens vraiment à ce qui fait ma proposition, ou l'originalité de ma proposition, qui était de trouver comment il pouvait y avoir des liens entre deux réalités qui apparaissent peut-être comme très aussi différentes qu'une situation dite de handicap et une situation de minorité culturelle. Parce que cela m'a conforté dans le fait que cette analyse m'avait conforté dans le fait que la culture sourde, c'est bien plus qu'un retournement de stigmates. On ne fait pas exister une culture sans plus de fondement que ça, juste pour dire mais non, on refuse une situation de handicap, pas uniquement sur un déni. La culture sourde a vraiment une consistance vraiment très étonnante, non seulement par la langue, mais aussi par tous les codes sociaux qui peuvent s'y trouver mis en jeu, par un certain type d'humour qui est lié à la langue évidemment, mais aussi une façon de voir le monde, de voir les gens. Façon de nommer les personnes aussi. Les sourds sont d'ailleurs les seuls parmi les personnes qualifiées de personnes porteuses de handicap à développer une culture et à l'avoir fait exister aussi loin que ça. Il y a bien quelques tentatives dans le monde anglophone de parler d'une culture du handicap, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui est resté très balbutiant, qui n'a pas une réalité aussi consistante que ce qui a pu se développer chez les sourds. C'est tout de même interpellant quand on voit ce qui se passe au niveau de fédération nationale des sourds, mais de fédération mondiale des sourds aussi, ce qui peut vraiment se développer, une culture commune développée à différents échelons régionaux, nationaux ou internationaux. Alors, je parlais de Bernard Mottez, un sociologue français, et je trouve qu'il avait déjà à peu près tout dit dans les années 80 quand il affirmait son étonnement devant ceux qui doutaient du lien entre déficience et culture. Je me permets de le citer. J'entends dire parfois qu'il ne saurait y avoir de culture sourde, car la surdité est une déficience et qu'une culture ne saurait se fonder sur un défaut. Cette remarque est vraiment surprenante. La culture, n'est-ce pas, pour chaque société, la façon dont elle affronte ses limitations, répond aux défis qui lui sont propres, invente des réponses à des problèmes difficiles, insupportables ou irrésolubles, tels que le sens de l'existence, la destinée, la maladie, le malheur ou la mort. C'est précisément parce que la surdité est un défaut, un manque, une limite,
et que vivre sourd dans une société organisée en fonction de l'oreille et de la parole est un immense défi, c'est précisément pour cela qu'il s'agit d'une culture dont la leçon intéresse et concerne l'humanité tout entière. Je vais me dire, c'est bien, tout était dit. En 86 ou 87. Moi, je voulais trouver un fondement, ça c'était dit, mais voilà, qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Comment est-ce qu'on pouvait justifier ce lien entre limite et culture? Et puisque les anthropologues avaient apporté aussi suffisamment d'éléments montrant que la culture sourde répondait bien à la définition d'une culture, moi, il me restait à trouver ce qui permettait l'émergence d'une culture sourde à partir de la situation physique, physiologique des sourds, et non pas malgré cette situation. C'est à partir de cette situation de limite qu'émerge une culture sourde, qu'émerge quelque chose de nouveau. Alors, vous vous rendez bien compte que si on peut affirmer ça à partir des sourds, on peut affirmer ça à partir de toute une série d'autres situations, de limites, à partir de quelles peut émerger quelque chose de neuf. Et cette réalité, je l'ai retrouvée déjà chez Georges Canguilhem, le philosophe avec lequel j'avais travaillé sur la question des normes médicales, parce que Canguilhem, il poursuit son analyse de l'influence des normes et de la présence des normes en médecine par la notion de normativité. La normativité, chez Canguilhem, c'est cette capacité de créer des normes. Dire, voilà, l'être humain vit dans certaines conditions, certaines normes, un certain milieu, et quand ce milieu change, quand son corps change, il peut s'adapter. La normativité, chez Canguilhem, on peut vraiment le rapprocher de la notion d'adaptation. Je l'ai rapproché dans mon écrit de la question de la plasticité qu'on peut envisager, et je rejoins en ça la philosophe Catherine Malabou, on peut l'envisager cette plasticité au niveau neuronal, mais au niveau de l'organisme entier, voire au niveau, et là je prolonge, au niveau d'un groupe, d'une collectivité. C'est dans ce sens-là, Canguilhem, il défendait l'idée que la santé, c'est bien plus qu'un état, c'est beaucoup plus une dynamique dans laquelle le vivant, il est capable de s'adapter à un milieu changeant en créant des nouvelles normes, des nouveaux repères qui vont jusqu'à de nouvelles formes de vie. Adaptation, plasticité, créativité, on est vraiment dans ce registre dynamique. Alors, une deuxième voie pour trouver ce lien entre limite et émergence d'une culture se trouve dans la question de la perception. Et je vous ai dit que j'avais puisé aux neurosciences et à la neurophénoménologie pour travailler cette question. Donc, la neurophénoménologie, c'est la partie de la phénoménologie qui est elle-même une branche de la philosophie qui s'intéresse aux travaux des neurosciences. Vous voyez les croisements qui se situe là. Et là, je vais distribuer pour ceux qui sont ici un schéma. Voilà, c'est vraiment le nœud de ma proposition et de mon travail. Je vous ai dit, on parle de handicap qui est un défaut de participation sociale que l'on attribue généralement au déficit, et chez les sourds, un déficit sensoriel que l'on trouve, qui se situe dans la personne. Donc, dans ce cadre-là, la société ne se remet pas du tout en question, dit le handicap, il est dû à un déficit chez quelqu'un. Alors, ces termes handicap et déficit, ils sont très, très connotés, normativement et négativement. Donc je voulais vraiment trouver un terme qui soit moins normatif et moins péjoratif surtout. Je suis pas sûr d'y être arrivé parce que je me suis arrêté à l'absence d'audition à défaut de trouver mieux. Voilà, mais pour désigner cette situation physiologique qui caractérise les sourds. Et là, je parle effectivement des sourds qui deviennent tôt dans la vie ou qui naissent sourds, en parlant d'absence d'audition. Par rapport aux malentendants qui vont perdre l'audition. Dans une situation un peu différente, c'est vraiment travailler sur les sourds natifs ou qui le sont devenus tôt dans la vie
et qui sont marqués dès le début de leur développement ou très tôt dans leur développement par cette absence d'audition. Ce qui n'empêche que quand on perd l'audition plus tard, il peut y avoir des adaptations, mais cette situation d'absence d'audition, elle a pour conséquence d'avoir une façon de percevoir le monde différemment. Parce que les sens se réorganisent. Alors, on a beaucoup parlé de compensation sensorielle, de suppléance sensorielle. Ce sont des termes dont je discute dans mon travail. C'est pas juste un sens en moins et donc une partie qui manque. C'est une véritable réorganisation dans les sens. Parce que pour beaucoup d'informations que nous percevons dans le monde qui nous environne, nous les percevons en fait à travers différents sens. Et il y a vraiment la question de l'intégration sensorielle est vraiment fondamentale. Donc, en situation d'absence d'audition, on a une configuration perceptive particulière. SPL, pardon, c'est une abréviation qui se trouve dans mon schéma et que je n'ai pas noté, qui veut parler de sourds prélinguaux, donc les sourds qui sont nés sourds, qui le sont devenus très tôt dans la vie, avant le développement du langage. Et donc cela conditionne une perception de soi, du monde, des autres, qui est particulière, qui est marquée par cette configuration perceptive développée en l'absence d'audition. Il manque dans ma photocopie quelques liens. Cette configuration perceptive en absence d'audition, elle donne des facilités pour apprendre une langue visio-gestuelle, parce que quand on n'a pas d'audition, on est beaucoup plus... certains auteurs parlent d'appétence pour une langue visio-gestuelle qui est plus importante, mais en soi, même des personnes qui entendent, des enfants qui entendent, si on leur parle la langue des signes, ils s'y débrouillent plus que largement, ils l'apprennent très très bien. Et donc ça, c'est à la fois, cette langue visio-gestuelle, elle est d'abord... Son abord est facilité par la configuration perceptive particulière et elle vient d'un collectif. Elle est donnée comme tout bain de langage dans lequel est plongé un enfant dès sa naissance. C'est un apport de la collectivité que d'offrir une langue dans laquelle se développe l'être humain. Cet être humain a une perception du monde, du soi, des autres marquée par cette absence d'audition et qu'il reçoit cette langue visio-gestuelle, il va avoir une façon avec d'autres de construire le réel, une façon subjective et collective de construire le réel qui est marquée par à la fois cette langue et par cette perception et cette réalité physiologique. Le fait d'agir dans le monde en le percevant d'une façon, en y agissant par le langage, en y agissant collectivement, voilà ce qui, pour moi, amène à une culture qui est une certaine façon de percevoir le monde et d'y agir, individuellement et collectivement. Donc voilà comment je fais le lien entre schéma vous avez l'espèce d'entonnoir comme ça entre des liens entre l'absence d'audition et la culture sourde, en ayant interrogé montrer combien la question de la perception du monde, du soi et des autres intervient dans cette construction, dans cette émergence d'une culture. Les philosophes au XVIIe et XVIIIe siècle s'étaient intéressés de près à cette notion de la perception, et certains ont d'ailleurs, on trouve dans leurs écrits une référence à une certaine image d'un sourd. Il y a une lettre de Diderot sur les sourds-muets à l'usage de ceux qui entendent. C'est une figure un peu théorique du sourd-muet, mais où il s'imagine un sourd-muet et comment un sourd-muet perçoit le monde qui l'entoure. Et alors, il n'était pas le seul, il est vraiment dans la mouvance. Depuis Descartes et jusqu'à Diderot, ils sont toute une série, en passant par Locke et Condillac, à s'intéresser à l'apport des sens dans le développement de l'intelligence, de l'entendement, du langage.
le lien entre langage, pensée, et qui s'appuie sur des travaux des pédagogues dans la matière, y compris des pédagogues d'enfants sourds. Voilà, il y a là plein de liens. Il y a aussi toute une partie de chapitre qui s'intéresse à cette question de comment les philosophes à cette époque ont conçu cet apport des sens dans la perception, dans le développement du langage et de l'entendement. C'est à partir de là que j'étais amené à réfléchir que effectivement cette situation d'absence d'audition, ce n'est pas juste entre guillemets un morceau qui manque, mais une véritable réorganisation. Cette question de la suppléance sensorielle, on la voit émerger comme ça sur 2 siècles de discussion philosophique. C'est vraiment, voilà, c'est interpellant, c'est vraiment intéressant. Sur cette question de la perception du monde, certains sourds affirment un sentiment de complétude dans leur perception du monde. C'est un terme utilisé par Benoît Virol, un psychologue français qui a beaucoup travaillé avec les sourds. Il parle de complétude perceptive. Ça va encore un peu plus loin, je trouve que c'est de dire nous ne sommes pas des personnes handicapées mais une minorité culturelle, mais de dire en plus il ne nous manque rien dans notre rapport au monde. Nous avons un rapport au monde plein et entier. Alors, ce sont des termes que j'ai discutés et pour faire un peu court, j'ai plutôt défendu l'idée d'un rapport au monde non pas plein et entier, mais juste et suffisant. Vous voyez un peu l'écart. Parce que la perception, elle n'est jamais entière. Elle n'est jamais entière pour personne. Sinon, on deviendrait fou, on serait complètement noyé dans la quantité de perception, et qu'en fait, au quotidien, à chaque instant, nous sélectionnons, enfin, en tout cas, notre cerveau le fait pour nous, heureusement, établit toute une série de filtres à notre perception. Comme je le disais, un événement peut être perçu à travers différents sens, et c'est en fonction de l'intentionnalité, en fonction de l'action, entre autres, que vient par exemple se mettre certains filtres. Quand je range mes casseroles et que je suis un peu maniaque, je vais faire attention à mettre les casseroles rouges avec les casseroles rouges et les vertes avec les vertes. Par contre, quand je fais réchauffer mon plat de midi et que tout à coup ça commence à sentir un peu le brûlé, que ma poêle soit rouge ou verte, peu importe, il faut qu'elle soit pas trop chaude pour que je la saisisse. Et c'est cette information-là qui va intéresser mon cerveau, au point que à ce moment-là, on m'a dit oui, mais si on dit après, mais est-ce que c'était la poêle verte ou la poêle rouge, que c'était trop chaud, à la limite, je n'en sais rien. Certaines personnes qui ont eu un accident de voiture, par exemple, ont dû tout faire pour éviter une voiture et donc évaluer sa vitesse, l'espace qu'ils avaient pour dévier, et sont incapables de dire si la voiture qui les a dépassés était rouge ou noire. Ça, c'est très différent. Et parce que notre perception est guidée à ce moment-là en fonction de l'action. C'est l'intentionnalité qui va jouer le filtre sur la perception. Et donc, si tout être humain est comme ça marqué par la limite de l'intégration des informations sensorielles, quand on est dans une situation où certains apports sensoriels n'existent pas, entre autres quand on est privé d'audition, eh bien les autres sens sont non seulement réorganisés, mais ce rapport au monde peut être perçu comme suffisant en fonction de l'action qu'il rend possible, mais aussi, je le qualifie de juste, dans le sens d'une harmonie qu'il permet dans le sentiment de soi. Alors, on pourrait se dire, les sourds, ils se rendent pas compte qu'il leur manque quelque chose puisqu'ils ont toujours vécu comme ça. Alors, ça peut justifier effectivement cette affirmation d'un sentiment de complétude, il me manque rien parce qu'il n'y a pas eu de perte. Mais je pense quand même que ça va plus loin. Je pense quand même que ça va plus loin et que effectivement la réorganisation des sens d'une part chez l'individu, mais aussi la langue qui est donnée collectivement et la façon
dont la culture sourde répond, comme le disait très justement Bernard Mottez, à ces difficultés rencontrées par les sourds qui vivent dans un monde entendant. Il y a plein d'éléments dans la culture sourde qui sont la façon de se socialiser entre sourds. C'est aussi dire mais comment est-ce qu'on fait pour vivre et pour vivre bien en gardant sa fierté de sourd dans un monde qui est majoritairement entendant et axé sur la parole et sur l'audition. C'est plein, j'ai envie de dire, plein de filons, c'est peut-être un peu péjoratif, mais plein de filons que les sourds se donnent entre eux, mais c'est entre autres un des sens qu'ils donnent à la culture sourde, à la façon de vivre en groupe entre sourds. D'abord de se retrouver entre sourds où c'est un peu plus facile, mais aussi de s'adapter ensemble au monde dans lequel ils vivent. Le rapport au monde et aux autres peut être qualifié de suffisant en fonction de l'action qu'il rend possible. Et quand cette action est adaptée par le groupe, eh bien, effectivement, cette action est suffisante dans le monde dans lequel on peut vivre. Et par l'harmonie qui permet dans le sentiment de soi, dans une justesse dans le rapport à soi et aux autres. Ça m'amène à affirmer que tout être humain marqué par la finitude de sa constitution cérébro-corporelle, qui est le fruit de contingences liées au développement, pour certains en l'absence d'audition, pour d'autres par d'autres choses. Et si nous reconnaissons tout être humain comme incomplet, constitué de façon contingente, il faut situer les sourds et probablement d'autres personnes dans une différence qualitative de configuration perceptive et de rapport au monde, et pas dans un rapport normatif, quantitatif, comme on a l'habitude de le faire avec les questions de déficit et de handicap. Voilà pour le nœud de ma recherche et ce qu'elle m'a permis de mettre au jour et de mettre en évidence. La suite du livre, à savoir les 3 chapitres restants sur lesquels je serai beaucoup plus brève, la suite du livre contient les implications de cette dialectique entre déficit et émergence d'une culture. Si la culture sourde est bien une culture, ce que je tiens depuis le début, et qu'elle se fonde dans ce qui peut être une limite à l'existence humaine en la transcendant, en la traversant, en s'y fondant, il faut considérer au moins 3 implications à cette réalité. D'abord, je pose toute une série de questions sur le fondement ou les fondements de toute culture à partir de l'existence et la réalité de la culture sourde. Et en particulier, ce que j'ai appelé l'incorporation de toute culture pour essayer de traduire le mieux possible le terme embodiment en anglais. Vraiment cette réalité. On a parfois l'impression que la culture, c'est ce qui vient de notre tête et ce qui en émerge. Et je défends une conception très incorporée de la culture, très marquée par notre réalité corporelle, par notre inscription dans le monde, entre autres à travers la perception. Ça a des implications sur la façon dont on considère les minorités culturelles et la rencontre entre les cultures, en particulier à partir du biculturalisme sourd vécu au quotidien par les sourds et par de nombreuses familles où se côtoient dans la même famille des entendants, des sourds, parlant les uns et les autres ou pas la langue des signes. Sur la rencontre des cultures, je pense qu'il y a beaucoup à interroger et à interpeller à partir de la réalité de la culture sourde. Et ensuite, un peu en finale, on se rit sur le gâteau, comme vous voulez, où je reviens à ce qui a constitué un de mes points de départ, c'est-à-dire les implications de tout ça pour les relations entre les sourds et le monde médical. Et ça fait plus particulièrement l'objet des 2 derniers chapitres avec une série de questions éthiques autour de la place de la langue des signes, la place respective de la langue des signes et de l'implant cochléaire, par exemple, et des options prises dans l'éducation des enfants sourds et leur suivi médical. Voilà, je pense avoir déjà beaucoup parlé. Avoir en tout cas brossé un paysage ou un parcours
ce qu'a constitué ce travail de recherche que j'ai énormément apprécié. Donc j'ai vraiment pris du plaisir à découvrir, à creuser, à aller approfondir. Voilà. Voilà. Et donc merci mille fois Isabelle pour cette thèse, pour ce livre et pour cette conférence. À bientôt.